أهلا وسهلا. Ça promet d'être fort intéressant. Et si vous avez perdu la voie de l'entraide avec tous les détails et toute l'information, vous pouvez tout retrouver sur notre site web entraideboisdeboulogne.org. Alors visitez beaucoup le site et donnez-nous vos commentaires, ils sont toujours des bienvenus. Donc sans plus tarder, Monsieur Barre. Professeur Antoine Ayoub, professeur émérite à l'Université de Laval. Il est né à Alep en Syrie. Il a obtenu en 1957 une licence en droit de l'Université de Damas. Il a fondé la première faculté de sciences économiques en Syrie avant d'aller à Paris, puis à l'Université Laval à Québec. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il est membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre national du Québec. Je pourrais en rajouter, mais je vais m'arrêter là. Je veux tout simplement vous dire que c'est un plaisir que de l'écouter, d'écouter Antoine parler. Bonsoir à tout le monde. Merci pour Madame Ayas qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour vous adresser la parole ce soir. C'est un plaisir pour moi, surtout quand je regarde et je vois des têtes que j'ai connues il y a des années et des années et que je retrouve ici. Je ne veux pas ouvrir des parenthèses. Dès le début, je vous le dis. Sinon, j'ai énormément de parenthèses et de souvenirs. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un sujet complexe, très enchevêtré et très délicat en même temps. Alors, sur ce point-là aussi, j'ai déjà eu un avant-goût avant la conférence, puisque les questions fusaient de partout à chaque fois que je saluais l'un ou l'autre. Et ça dénote un public très averti, dont il faut que je fasse très attention. Mais je vous le dirai dès le départ. Et en même temps, je m'adresse au docteur Ayas, qui m'a fait confiance pour faire une sorte de synthèse sur un énoncé qui vous est arrivé et qui est un énoncé vraiment où il ne reste rien comme question. Là. Alors il est évident que dans le peu de temps et avec mes connaissances du sujet, je ne veux pas couvrir tout, mais je veux couvrir l'essentiel selon moi. Je n'ai pas de thèse à défendre, j'ai une situation à étaler devant vous pour vous donner un peu les tenants et aboutissants du marché pétrolier. Par conséquent, je commence par le commencement. Le titre déjà en soi est vraiment très prétentieux, mais je l'ai gardé comme il est. Le pétrole, notre passé ou notre avenir. Alors, pour pouvoir parler de ce sujet, la première question qui se pose est quel est le lien qui unit les deux parties de notre sujet, c'est-à-dire le passé et l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi l'avenir ad vitam aeternam? Alors, dès le départ, je vous dis, l'avenir pour moi, c'est les 20 prochaines années. Concernant le passé, c'est à partir de 1973, pour une raison évidente, c'est le premier choc pétrolier. Par conséquent, le sujet se classe entre 1973 et aujourd'hui jusqu'à 20 ans plus tard. La question qui fait le lien entre les deux, c'est ce que j'ai posé comme première question, c'est effectivement l'évolution de la part du pétrole dans le bilan énergétique mondial par rapport aux autres sources, aux autres formes d'énergie. Comment il a évolué? Ça, on peut le retracer dans le passé et on peut avoir une idée pour le futur, quoique cette idée est discutable. Mais quelles sont les raisons qui commandent cette évolution? Une fois qu'on a mis le doigt sur l'histoire de l'évolution, quelles sont les raisons qui ont
commander cette évolution. C'est ça le sujet que je veux traiter dans un premier temps. C'est-à-dire les raisons qui ont fait que le pétrole, durant toutes les années 73 à aujourd'hui, sa part dans le bilan énergétique est telle que nous la constatons dans quelques instants. Ce sont là des faits historiques avérés. Il ne s'agit pas de faire des thèses ou des théories ou de faire des prédictions. Par contre, quand il s'agit du futur, là on fait face à des prédictions, à des anticipations, et par conséquent, on fait face à des incertitudes. Et qui dit incertitude, dit la possibilité de diverger dans les opinions et dans les conséquences de ces opinions. Alors, ma présentation devant vous, ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, je parlerai du passé, et dans un deuxième temps, qui parlerait de l'avenir, je veux mettre l'accent sur deux phénomènes. Le phénomène de l'indépendance, ou de la volonté d'indépendance énergétique des États-Unis, surtout en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Et deuxième question, pour l'avenir, c'est quelle est la justification de cette volonté d'indépendance, et cette volonté d'indépendance, sa justification évidente, est la sécurité des approvisionnements pétroliers et gaziers. Par conséquent, les deux parties de mon exposé sont ce que je viens de dire. Mais avant, il faut que vous ayez la patience de m'écouter un peu, parce que vous vous êtes rendu compte certainement, il y a quelques années, on ne fait que parler du pic pétrolier. Et il faut quand même que je vous dise quelques mots sur le pic pétrolier, quitte à être le plus simple possible, malgré que le sujet est très complexe et le sujet est théorique aussi. Mais je veux essayer, dans la mesure du possible, de vous éclairer là-dessus, surtout que j'ai été, il y a de cela quelques années, quand on parlait beaucoup du pic pétrolier, c'était dans les années 2009-2010, si je me rappelle bien. Le journal Le Devoir a pris de moi une entrevue très élaborée sur cette question. Je me suis inscrit en faux contre, non pas le pic pétrolier, mais l'interprétation qu'on donnait du pic pétrolier, comme quoi, pour faire simple, comme quoi, aujourd'hui, on aurait dû être à un prix de 250 à 300 $ le baril. Alors, quand vous savez comme quoi on met du temps et de l'énergie pour arriver à 45-50 $ le baril, vous voyez bien que je ne pouvais pas être en accord. Et j'ai répété la même chose à Radio-Canada. Vous pouvez le trouver dans YouTube. Alors, je ne veux pas reprendre des argumentations. Il ne s'agit pas des argumentaires, il s'agit de vous exposer de quoi il se retourne. Quelle est donc la définition du pic pétrolier? Le pic pétrolier, si on veut bien les comprendre, d'abord, la définition, c'est un concept plutôt géologique qu'économique, qui découle de l'hypothèse de l'offre fixe du pétrole comme ressource naturelle non renouvelable. Toute ressource naturelle non renouvelable a une offre fixe. Étant donné cette offre fixe, le pic pétrolier est donc l'offre fixe de chaque gisement pétrolier dont les dimensions sont supposées connues, toutes choses étant égales par ailleurs. Dans ces conditions, l'exploitation du gisement dans le temps prendra en principe la forme stylisée d'une courbe en forme de cloche dans l'asymptote et le pic pétrolier. Dans la phase ascendante de la courbe des quantités cumulées, on ne fait qu'augmenter la production pour atteindre effectivement cet asymptote. Dans la phase du déclin de la courbe, alors ça nous annonce
le déclin de l'exploitation, c'est-à-dire des gisements, du gisement, et jusqu'à la fin, si on continue théoriquement, à la fin de la côte. Ce qui est vrai d'un gisement l'est aussi pour tous les autres gisements. En simplifiant, le pic pétrolier dont on parle est donc l'agrégation de tous les pics, de tous les gisements existants et prouvés dans le monde. Les adeptes du concept du pic pétrolier seulement croient que pour des raisons géologiques, diminution ou même inexistence des possibilités de nouvelles découvertes significatives, que nous sommes proches de ce pic, de cette asymptote, qui pourra survenir selon les uns et les autres, chacun a ses dates, les uns disent 10, 20, 30, 40, et d'autres disent, même l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, en 2006, déjà, elle parlait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le pic pétrolier. Ce qu'il y a aussi d'autres qui rejettent toutes ces dates. Et justement, la différence entre les dates indique clairement qu'il ne faut pas tabler uniquement sur l'histoire du pic pétrolier, sinon on arrive à des résultats semblables à celles que je vous ai données, c'est-à-dire des prédictions vraiment englobantes et impossibles à soutenir. Mais par contre, il faut se poser la question de la dynamique qui est sous-jacente au pic pétrolier. Et cette dynamique, c'est là où j'avance à mon propre recherche, c'est de faire la distinction entre l'épuisement technique et l'épuisement l'épuisement économique. Donc l'épuisement physique et l'épuisement économique. Et ça, c'est très important. La raison, c'est parce que toute l'histoire de la substitution interénergétique, et par conséquent la place de chaque forme d'énergie dans le bilan énergétique, comme quand on a commencé, je viens de vous le dire, tout cela est basé sur le phénomène, la dynamique de l'épuisement physique versus épuisement économique. Pour faire simple, parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, assez théorique. Pour faire simple, j'aimerais vous donner l'exemple qui est connu de vous tous entre le pétrole et le charbon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé et ça a culminé après la Deuxième Guerre mondiale, où le pétrole a pris la place du charbon. Or, le charbon n'a pas été épuisé physiquement. On en a pour 350 ans. Mais il a été épuisé économiquement puisqu'il y a une source d'énergie concurrente, qui est en l'occurrence le pétrole, qui est venue sur le marché avec des prix compétitifs au prix du charbon et dont on avait besoin pour tout le secteur de transport. Et par conséquent, on a mis, pas complètement, mais on a mis le charbon qui était la première source d'énergie en second lieu. Rien ne dit, en principe, que le charbon ne peut pas revenir. Si vous avez écouté certainement ce que dit le nouveau président élu, Trump, c'est qu'il va permettre effectivement de réutiliser le charbon, mais où? Pour fabriquer de l'électricité, par exemple. Bien. Alors, par conséquent, et il en a du charbon. La même chose peut arriver aussi au pétrole. Le pétrole peut être épuisé économiquement, mais non pas physiquement. Et ça, il faut avoir ça derrière la tête en m'écoutant après développer ce que je vous ai promis de développer. Par conséquent, la dynamique entre les deux est importante, mais il faut vous dire une chose que je ne dois pas oublier, c'est que l'évolution vers l'épuisement économique, ce qui est notre affaire, déclenche en parallèle un mouvement vers l'émergence ou le retour des sources substituts
ainsi que l'éclosion des innovations technologiques et des investissements nécessaires qui les accompagnent. Par conséquent, l'épuisement économique précède nécessairement l'épuisement physique et rend ce dernier à l'état d'un cas limite théorique qui en principe ne sera jamais atteint. Donc, ramassant nos idées, pic pétrolier comme concept géologique, oui, dans la mesure que j'ai indiquée. La dynamique de cette évolution dépend des notions d'épuisement physique et d'épuisement économique que j'ai rapidement expédiées, mais que je crois que vous avez retenu l'essentiel et c'est suffisant. Et sur la base de cela, on peut alors se poser la question comment s'est passée l'évolution de la tarte ou du bilan énergétique et la place du pétrole dans le bilan énergétique dans le passé. 4 points à souligner selon moi résument l'évolution du secteur pétrolier depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui. Numéro 1. Diminution de la part du pétrole dans le bilan énergétique mondial. Je vous donne une idée, ou quelques idées là-dessus. Lors du premier choc pétrolier en 1973, le pétrole occupait 60% du bilan énergétique. 60% du bilan énergétique mondial. Le charbon, 20%, le gaz naturel, 10%, et le 10% restant était réparti entre l'hydroélectricité, le nucléaire et le reste. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le pétrole occupe 35% par rapport à 60%. Du total, avec 29% pour le charbon, 24% pour le gaz naturel, 7% pour l'hydro et 6% pour le nucléaire. Les chiffres sont bien sûr arrondis. La conclusion qui saute aux yeux à la lecture de ces chiffres est que même si le pétrole demeure la source principale du bilan énergétique, sa part entre 1973 et aujourd'hui est presque divisée par 2. En 43 ans, et à la faveur des 2 chocs pétroliers et de l'augmentation continue des prix pétroliers depuis 1999, après une période de quasi-stagnation entre 86 et 99, un mouvement évident de substitution du pétrole par d'autres sources d'énergie s'est installé. Et l'exemple à cela, je viens de le dire, de 60% à 35%. Donc, il y a eu un mouvement, et il y a un mouvement qui est installé interénergétique. Mais malgré cette restructuration profonde, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, je vais essayer de rester amené. C'est quand même le seul marché qui reste presque totalement captif des produits pétroliers est le secteur du transport. 30% environ du total de la consommation provient du transport. Le problème actuel et pour le futur est l'introduction sur le marché des innovations technologiques qui feront diminuer la dépendance de ce secteur envers le pétrole. Je parle du transport avec la voiture électrique, les voitures hybrides, tout ce que vous voulez. Ainsi que l'introduction des énergies vertes dans le bilan énergétique. Mais malgré ces restrictions et ces restructurations profondes, la question de l'épuisement demeure existante, demeure là. Et la raison que la consommation n'a cessé d'augmenter en valeur absolue ces dernières 15 ans, ce qui justifie largement la question de savoir est-ce que nous avons quelle quantité de pétrole il nous reste, parce qu'on nous a cassé les oreilles comme quoi demain matin on va se réveiller avec la queue pour le pétrole, etc., etc. Eh bien, quand on regarde les chiffres, c'est pas ça. Quand on regarde les chiffres et répondre à la question combien d'années de réserve il nous reste,
c'est le ratio R sur P. R sur P, c'est le ratio réserve sur production. Ce ratio-là, en 1973, était de 31 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est de 42 à 44 ans. Cela indique que, non pas un recul, mais une augmentation, n'est-ce pas? Alors, d'où est venue cette augmentation? C'est que les chocs pétroliers, avec des prix faramineux avant la chute des prix en 84-85, eh bien, ont suscité des émus. La mer du Nord, les pays africains, le Mexique qui a repris, le Brésil qui n'était pas producteur, qui est devenu producteur, cet ensemble-là, ainsi que l'introduction des grandes innovations technologiques concernant l'exploration et la production. Par exemple, le forage horizontal, le forage en eau profonde, ainsi que dans la production, récupération tertiaire, récupération quaternaire, etc. Tout ceci a fait en sorte que la quantité du pétrole existante n'a fait que augmenter. Je ne dis rien sur les sources non classiques, les sources non conventionnelles, c'est-à-dire les sables asphaltiques et le schiste. Oui, à chaque fois j'oublie. Gaz de schiste, pétrole de schiste. Exact, le schiste. Le gaz et le pétrole de schiste. Bien. Voilà donc le deuxième point. Premier point, vous vous rappelez, la place du pétrole a diminué. Deuxième point, la quantité du pétrole, les quantités de pétrole ont augmenté et on a donné l'exemple de 44 ans de pétrole sous terre. Troisième caractéristique, c'est la concentration de l'offre et de la demande. Et là, écoutez-moi bien, parce que ça va revenir en parlant de l'indépendance des États-Unis. La concentration, c'est très simple. Depuis le début, il se trouve que l'offre est concentrée à 60% environ dans ces réserves conventionnelles, à faible coût, entre 10 et 20 dollars le baril, dans une zone géographique bien limitée qui se trouve être le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Avec les pays du Golfe arabe, pour ne pas dire Golfe Persique, le Golfe arabe comme centre névralgique. Et dans l'Arabie Saoudite, seule possède 22% du total des réserves du monde, avec une capacité de production installée d'environ 10,5 à 11 millions de barils par jour. Ce sont des chiffres indicatifs parce que de toute manière controversés. Mais ça donne une idée, 10,5 à 11 de capacité de production. Je n'ai pas dit de production, parce qu'on peut produire en bas de sa capacité de production. Cette concentration, il faut le souligner, très peu j'ai vu qu'on l'a souligné, est la conséquence d'un phénomène géologique du hasard. Le hasard a voulu que les réserves pétrolières soient localisées dans ces régions du monde. Et jusqu'à présent, on se débat à savoir, est-ce que c'est un cadeau de la nature maléfique ou bénéfique? Mais nous n'avons rien fait pour avoir ce pétrole. Je dis ça parce que du côté opposé, du côté de la demande est liée directement au travail humain, avec dans toutes ces manifestations, la technologie, la robotique, tout ce que vous voulez. Mais ça vient de l'innovation, l'invention, tout cela vient du travail humain. Ce qui n'est pas le cas dans le cas pétrolier. C'est des réserves dans la nature et qui dégagent quelque chose de très important, ce qu'on appelle en économie la rente. La rente n'est pas le résultat du travail. La rente est là parce qu'on a consommé
du pétrole, et au fur et à mesure de la consommation, et comme les coûts ne sont pas des coûts identiques, il y a des gisements à 5 $, et il y a des gisements à 10 $, le prix du marché est 1, ne peut pas être 25 prix du marché. Alors par conséquent, celui qui a des gisements à 5 $ récolte la différence entre le prix du marché et ses coûts de production, et ils sont parfois très très importants, d'où l'explication de ce que vous voyez comme richesse inouïe qui est rentrée dans les pays producteurs depuis 1973. Bien. Pour ce qui est de la concentration de la demande, eh bien c'est très simple. En 2011, 55%, les pays de l'OCDE occupent 53% du total de la demande mondiale. C'est important à conserver cela parce qu'on va parler de la Chine tout à l'heure. Alors, 53% du total avec les États-Unis pour 21%. 55% de ces 21% de la demande totale de ce pays, c'est-à-dire environ 11,5 millions de barils jour, provient de l'étranger jusqu'à maintenant, avec 15% de l'Arabie Saoudite et 17% du Canada, faisant de notre pays le premier exportateur vers les États-Unis du pétrole classique, et non classique, avec le pétrole non conventionnel. À l'inverse de l'offre, je vous l'ai dit, qui est un don de la nature, la demande est la conséquence du travail humain. Ça, ce n'est pas une distinction d'ordre philosophique. Bien au contraire. Si vous faites cette distinction et vous l'appliquez à interpréter ce qui se passe dans tous ces pays et ce qui se passe dans les pays occidentaux ou dans les pays développés, vous comprendrez le mécanisme mental et le comportement et des individus et des gouvernants et des gouvernements. Parce que avoir comme rentrée uniquement de la rente, eh bien, effectivement, votre comportement n'est pas comme quand la rentrée du gouvernement est suite à des impôts, taxes, etc., qui demandent, qui exigent du travail rémunéré. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de facilité à tomber dans la facilité. Et la facilité, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle, qui remonte un peu loin maintenant. Par exemple, en Algérie, pour ne pas parler de l'Arabie Saoudite, en Algérie, le ministre, à plusieurs reprises, m'a demandé, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il faire, etc. Et quand vous commencez à lui dire que Alger, que je connais, est maintenant, à l'époque, pleine de main-d'œuvre non occupée, et qu'il faut occuper cette main-d'œuvre, non pas pour faire une industrie à la soviétique, comme ils ont fait, mais pour faire un vrai travail de production, eh bien, la raison était donnée après quelques décennies, quand on a déclaré la faillite de l'expérience algérienne, ainsi que d'autres expériences. Pour l'Arabie Saoudite, pour ne pas la laisser de côté, vous êtes au courant que, je ne sais pas comment on l'appellerait en français, le dauphin du dauphin, Wali là. Bon, il a proposé un programme énorme, avec des centaines de milliards de dollars pour les 20 prochaines années, dont l'objectif est de diversifier les rentrées en Arabie Saoudite et de ne pas se dépendre uniquement du pétrole, comme c'est le cas actuellement. Parce qu'il faut vous dire que la baisse des prix de 100 $ l'année dernière à presque 40 $ et même moins. À Radio-Canada, j'ai pris le courage, la témérité de dire qu'il peut arriver jusqu'à 30, il est arrivé à 30 pour une certaine période, et après il a monté pour des raisons que vous connaissez. L'OPEP s'est réuni, après moult contacts, et je le dirai tout à l'heure comment se déterminer. Alors donc, vous comprendrez que le comportement serait différent. Et si ce comportement ne se distancie pas de ce qu'on a pratiqué durant les 30 dernières années, 40 dernières années, depuis le choc pétrolier, avec ces milliards de dollars
qui sont rentrés, on n'aurait rien fait. Et le pétrole, j'espère que non, mais le pétrole pourrait un jour devenir Zoukraïat, c'est des souvenirs du passé, d'un passé glorieux, au Dubaï, que vous connaissez, Abu Dhabi, etc., etc. Mais la chose qui fait rentrer année après année les rentrées de fond, c'est le travail humain et l'intelligence et la technologie qui est la conséquence de cela. La détermination des prix, et ça sera terminé pour la première partie, la détermination des prix, c'est entre un OPEP instable et une bourse spéculative. Les points à noter ici sont les suivants rapidement. Combien il me reste? Une demi-heure. Une demi-heure. Moi, je me brûle pour terminer rapidement. Une demi-heure, ça va c'est largement suffisant. Bon, merci, c'est gentil. Alors, la détermination des prix, quatrième et dernier point, pour expliquer le passé. La détermination des prix se fixe entre un OPEP instable et une bourse spéculative. Concernant l'OPEP, si, dans le cas où chaque pays de l'OPEP produit à sa pleine capacité, l'OPEP est inutile. On n'a pas besoin d'OPEP. Je l'ai dit il y a très très longtemps aux États-Unis et puis en Europe. Et les gens, c'était des trucs académiques, hein, et avec des textes académiques, comme quoi, bon, dans le cas où chacun produit à sa pleine capacité, pourquoi voulez-vous qu'on s'entende? On est entendu, on ne peut pas faire trop plus. Au moment où la demande commence à baisser, là, on a besoin de se réunir pour fixer quoi? Un niveau de production global pour tout le monde, première, et deuxième, pour distribuer des quotas de production. Or, c'est là où commence le problème. Parce que, à ma connaissance, il est très difficile de respecter les quotas. Et généralement, les quotas sont faits pour qu'ils ne soient pas respectés. Attendez encore quelques semaines et vous allez voir dans les journaux qu'on va parler que tel pays fait du triching, il triche par-ci, par-là, parce qu'il augmente, parce qu'il a besoin. Surtout quand le prix est à 45 $. Et quand il n'utilise pas sa pleine capacité de production, il est très pressé de sortir le pétrole de terre pour le transformer en dollars pour pouvoir équilibrer son budget. D'autant plus que tous ces pays ont tablé leur budget à raison de 100 $ le baril. Alors vous voyez où nous sommes. C'est pour ça que tous ces pays sont maintenant endettés. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas la première fois. En 1984, effectivement, ces pays ont commencé à être endettés. Et en 1985 est venue la chute des prix parce que l'Arabie Saoudite, à un moment donné, au temps de Cheikh Yamani, à un moment donné, a dit on ne veut plus de la politique du Cheikh Yamani. Qui était quoi? La politique de Cheikh Yamani était de faire l'offreur marginal, c'est-à-dire le dernier offreur. Autrement dit, l'Arabie Saoudite dirait à tous les autres membres de l'OPEP, produisez tant que vous voulez, la différence, je l'encaisse moi, je produis moins. Pourquoi? Pour réserver la stabilité des prix du pétrole à la hausse. Elle l'a fait pendant quelques mois. Elle s'est trouvée avec 2 millions de barils par jour comme production. À cette époque, j'étais à Grenoble à donner une conférence et j'ai dit que le pétrole, entre parenthèses, Yamani a été mis de côté. Il est revenu un matin à son bureau de Vienne et il a vu sa lettre de démission devant lui. Donc il a démissionné et l'Arabie Saoudite a changé et elle a ouvert les vannes. Quand elle a ouvert les vannes, les prix ont chuté. Et là, moi, je me prononçais sur jusqu'où ils peuvent chuter.
Et alors, selon des modèles économiques simples, j'ai indiqué que le prix peut arriver jusqu'à 5 $. On était à 25 $, jusqu'à 5 $. Et je repartais, je prenais l'avion le lendemain pour revenir à Québec. J'ai lu, avant de quitter le journal Le Monde, dans la première page, le prix du pétrole à 5 $. Un professeur venant de Canada, du Québec, etc., est venu me dire que le prix du pétrole peut arriver jusqu'à 5 $. Je n'ai pas arrêté de recevoir pas des mails, il n'y avait pas, mais des téléphones d'un peu partout. Et le prix sur le marché boursier, parce qu'entre-temps, il y a eu création de marché boursier, est arrivé à 7 $. C'était pas très très loin. Il n'est pas resté à 7 $, bien sûr. Alors c'est là où les gens de l'OPEP, ils ont demandé avec insistance que les pays producteurs non OPEP, comme la Russie, comme la Norvège, s'associent à eux pour fixer un plafond de production. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce que j'ai appelé le serpent pétrolier, c'est-à-dire un prix à la hausse et un prix à la baisse, et le prix fluctue à l'intérieur de cela. Ça a été une copie conforme du serpent monétaire. Si vous vous rappelez du serpent monétaire, effectivement c'est ça. Bien. Alors aujourd'hui, si vous prenez ces deux, c'est-à-dire l'OPEP et la NYMEX, qui est la bourse, l'OPEP, j'ai dit comment ça marche. La NYMEX marche à l'anticipation. Or, qui dit anticipation, dit effectivement marché boursier ne peut pas sans anticipation. Mais quand les anticipations se transforment en spéculation ou en aggravation de la spéculation, surtout quand il y a des situations politiques et géopolitiques très troubles, alors dans ce cas-là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, il y a des gens qui ont poussé jusqu'à calculer quel est le degré du risque en termes de dollars, le degré du risque par baril pétrolier. Le résultat, je vous la donne, je ne confirme rien. De mon côté, je n'ai pas fait de calcul et je ne sais pas comment on le fait. Ça coûte 20 $ le baril, le risque politique. Alors, quand par exemple l'IMEX, qui était à l'origine, pour ceux qui vont aller dans les détails, hein, je m'adresse à un public très averti. Alors, quand le NYMEX a été créé, il a été créé pour lutter contre la variation ample des prix du pétrole spot. Alors, on a copié la bourse de Chicago, des matières premières. C'est-à-dire, pour chaque baril de pétrole acheté, on vend un baril de pétrole à terme. Et l'inverse est vrai. Pour chaque baril acheté, un baril vendu à terme, ou pour chaque baril vendu à terme, un baril acheté aujourd'hui. C'était ça l'idée, c'est de se couvrir, non pas contre la totalité du risque, mais contre la grande majorité du risque pétrolier, des prix. Mais c'est devenu, comme toutes les bourses que vous connaissez, c'est devenu en soi un système où les fonds énormes, les fonds de placement énormes, qui ne savent rien sur l'histoire du pétrole, qui ne connaissent même pas la couleur du pétrole, ont investi des milliards de dollars dans ces marchés spéculatifs et ont amplifié les spéculations de ces marchés. Alors par conséquent, il faut quand on cherche à expliquer ou à prédire, j'aime pas trop prédire malgré les quelques anecdotes que je vous ai racontées, mais prédire c'est très très difficile et c'est entouré d'incertitudes tout le temps. Par conséquent, quand on cherche à expliquer, il faut tenir compte de ces deux phénomènes, l'OPEP et la situation de l'OPEP, entre pays de l'OPEP, et l'histoire du quota et le respect du quota ou non, et de
l'histoire de la NYMEX. Parce qu'après tout, quand les réunions de l'OPEP ont lieu à Vienne ou ailleurs, alors les ministres, pratiquement tous les ministres, qu'ils soient des Iraniens ou Saoudiens, sortent des réunions en disant « Nous suivons le prix du marché ». Or, quel est le prix du marché? Le marché spot, le marché à terme, c'est généralement le NYMEX et le marché de l'or. Alors, ils suivent le marché de l'or, et c'est ça ce qui fait que les prix de 100 $ sont arrivés à 30 $ entre l'année dernière et cette année. Et là maintenant, on est dans une nouvelle phase, les prix sont à 45, je crois, aujourd'hui, ou un peu plus, c'est pas grave. L'essentiel, ce sont les résultats de l'accord. Reste en un moment, on verra bien qu'est-ce qui va se produire avec cet accord. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir, mais je dis qu'il faut voir les autres pays que l'OPEP, c'est-à-dire la Russie, qui est dans une situation difficile économiquement, et aussi la mer du Nord, et puis le Brésil, qui n'est pas dans le nirvana économique. Voilà. Alors, par conséquent... s'il vous plaît. Pardon? Vous voulez poser des questions. Oui, quand je termine, s'il vous plaît. Est-ce que je peux? Oui, je peux Question qui terminer. intéresse un peu. Oui, je veux terminer. Et vous avez toute la parole. Alors, concernant le problème du projet indépendant des États-Unis, eh bien, qui, à mon avis, va dominer la deuxième partie, c'est-à-dire le futur, d'ici 20 ans, eh bien, c'est très simple. Depuis l'ère de Nixon, quand les États-Unis ont commencé à devenir des importateurs de pétrole, après avoir été autosuffisants jusqu'à Nixon, Nixon a dit « Independence Project ». Et depuis Nixon, il n'y a aucun président qui n'a pas pris comme objectif l'indépendance énergétique des États-Unis. Tous les présidents, mais ils n'ont pas réussi. Par facilité, par simplicité. Si tu n'as pas à augmenter ta production, ou si tu veux pas, ou si tu ne peux pas augmenter ta production, qu'est-ce qui te reste? Aller contrôler la production des autres. Surtout si les autres peuvent attirer des problèmes politiques qui mettent en question la sécurité des approvisionnements. Alors, disons quelques mots sur la sécurité des approvisionnements et passons ensuite au scénario de l'indépendance énergétique. En simple, la définition de la sécurité des approvisionnements est la suivante. C'est une situation où les flux pétroliers des pays producteurs vers les pays importateurs puissent s'effectuer normalement et à un prix raisonnable. Normalement et à un prix raisonnable. Retenez ça. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les approvisionnements doivent être soustraits à tout acte volontaire d'interruption. Embargo, sabotage, chantage, terrorisme, tout ce que vous voulez. Quant au prix raisonnable, cela veut dire un prix qui ne met pas en danger, d'une part, la croissance économique mondiale. Rappelez-vous ce qu'on disait dans le premier choc, enfin, parmi ceux qui suivaient cette affaire, que la hausse des prix est non manageable. Qui dit ça? La Banque mondiale, et fait des prédictions qui se sont avérées complètement erronées. Complètement erronées. Comme quoi, c'est pour dire qu'on ne peut pas payer à ces pays les milliards de dollars qu'ils demandent. Bon. Le fait est qu'il ne faut pas mettre la production des sources substituts, c'est-à-dire le pétrole européen, ainsi que les autres formes d'énergie. Bien. 3 raisons sont à l'origine de ce problème de sécurité. Parce que, normalement,
Les relations économiques internationales, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui importent et qui exportent, chacun. Et la même chose de l'autre. Le PIB importe et exporte. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas être producteur de tout. Donc j'importe et j'exporte. Dans le cas du pétrole, c'était différent. C'est qu'ils ont dit, ça, c'est un produit stratégique. Et non pas une matière première comme les autres. Il y a eu des économistes aux États-Unis, très libre-échangistes, qui disaient que le pétrole, c'est un produit comme les autres. C'est une matière première comme les autres, et par conséquent, eh bien, le marché tranchera. Heureusement que ceux qui gouvernent ont indiqué en vue que le pétrole est un produit stratégique, pour une raison simple qui va venir. C'est que ceux qui produisent le pétrole ne sont pas des individus ou des compagnies, ils sont des gouvernements. Et ils peuvent influencer la production en temps de guerre comme en temps de paix. Et leurs décisions concernant la production sont soumises à des raisons multiples, entre autres des raisons géopolitiques, des raisons de besoins en pétrodollars, etc., etc. Alors donc ça c'est l'histoire de la définition. Je vous ai dit 3 raisons qui sont à la base du problématique de la sécurité d'approvisionnement. Le problème numéro 1, c'est la concentration de la production et des gisements. J'en ai parlé, je ne veux pas en répéter. Le deuxième, c'est tout simplement d'ordre politique. Et je n'ai pas besoin, je regarde, moi je croyais que j'aurais des Québécois et des Canadiens, en regardant comme ça, je crois qu'il n'y en a pas, ou il n'y en a pas beaucoup. Par conséquent, je ne vous apprendrai rien sur le plan politique. Que la région est une région inflammable. Depuis la dislocation de l'Empire ottoman. Alors, je ne veux pas répéter l'histoire, mais je veux vous dire que le pétrole a été trouvé en quantité commercialisable au moment justement où les grandes puissances de l'époque, à la sortie de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, se sont partagés le gâteau. On ne parlait pas de l'Arabie Saoudite, elle n'existait pas. Les accords de Sykes-Picot, l'Irak, la Syrie, etc., etc. Et ensuite, on a découvert le pétrole dans le Golfe, en Arabie Saoudite. Alors, cette période est la période de la constitution des États. Il n'y en avait pas d'État du Koweït, des Émirats. S'il n'y avait pas, alors ça s'est créé. Et en même temps, la création d'Israël. Par conséquent, vous avez un problème politique, puisque, je vous l'ai dit, le pétrole, après avoir été géré par les 7 sœurs, à partir des années 60, et de ceux qui criaient le pétrole arabe est aux Arabes, pétrole al-Arab et l'Arab, eh bien, eux sont devenus effectivement des dirigeants de tel ou tel pays qui ont commencé à penser nationalisation. C'est pour ça que Yamani, toujours lui, à l'époque, disait « Nous, on ne suivrait pas la tendance à la nationalisation, parce que nous avons contracté, je cite de mémoire, un mariage catholique avec les compagnies pétrolières. » Mais même l'Arabie Saoudite a été obligée de faire un premier pas dans la participation, ensuite dans la nationalisation totale, et ensuite la création de l'Aramco, dont aujourd'hui on parle qu'éventuellement elle peut être privatisée. Je vous livre la nouvelle, que peut-être vous connaissez, mais je ne suis pas sûr de cette nouvelle. Mais elle est dans les nouvelles économiques.
que l'Arabie Saoudite pense à privatiser. La troisième et dernière raison, c'est très important, puisque je parle des nationalisations, ces nationalisations-là ont fait en sorte que le secteur pétrolier est devenu un secteur bicéphale, c'est-à-dire l'exploration et la production en amont, sous contrôle des pays et des gouvernements des pays producteurs, le transport, le raffinage et la distribution sous contrôle des majors, toujours, dans deux. Et moi je considère, mais vous pouvez ne pas partager mon idée, je considère en regardant l'histoire que cette bipolarité est une raison systémique de la variation et de la fluctuation des prix. En plus de ce que je vous ai dit concernant la spéculation. Bon, c'est suffisant. Ces trois raisons sont assez suffisantes pour que les États-Unis se retrouvent à demander, à considérer comme un objectif important l'indépendance énergétique, son indépendance énergétique. Voilà une raison, trois raisons pour ça, parce qu'elle veut assurer la sécurité des approvisionnements, et la deuxième, c'est qu'une fois qu'elle a cette sécurité, c'est-à-dire qu'elle est autosuffisante, cela ne veut pas dire, n'allez pas croire, qu'elle va plus s'intéresser au Moyen-Orient. Au contraire, elle va toujours s'intéresser pour contrôler, directement ou indirectement, parce qu'il y a devant elle la Chine pour les 20 prochaines années, puisque je vous ai promis de parler pour les 20 prochaines années. Alors la Chine est un acteur qui va devenir de plus en plus important. Mais avant cela, selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, 2015-2016, les États-Unis sont devenus le premier producteur au monde, avec 11 millions de barils par jour, ce qui dépasse et l'Arabie Saoudite et la Russie. Cela voudrait dire que les États-Unis ont augmenté leur production de 3,5 millions de barils jour, en passant de 7,5 de millions de barils jour à 11 millions. Cette augmentation est presque équivalente du total de la production de la Chine. Le total de la production de la Chine. Seulement cette augmentation. D'où vont venir, ou d'où viennent ces nouveaux barils? L'AIE semble privilégier le pétrole non conventionnel, c'est-à-dire le pétrole de schiste, comme on l'a dit, et le pétrole et sables bitumineux. D'autres mettent l'accent sur le pétrole conventionnel, résultat des nouvelles découvertes, qui sont toujours possibles, et de l'augmentation de la production et de la productivité des gisements connus. Le plus étonnant est que cette augmentation de la production américaine, cet exploit, à vrai dire, aurait mis relativement peu de temps à se réaliser, 4 à 5 ans. 2011, nous sommes en 2016. 3,5 millions de barils en plus. C'est pas fini. Au cas où ce rythme se maintient, toutes choses étant égales par ailleurs, les États-Unis remplaceront au bout de 10 à 15 ans, c'est-à-dire en 2025 à 2030, probablement, le total de leurs importations de l'étranger qui reste, environ 8 millions de barils de jour qu'ils importent aujourd'hui. Autrement dit, l'offre sur le marché mondial augmenterait
entre 2015 et 2025 de 11 millions de barils de jour. Une augmentation de 11 millions de barils de jour. Si l'on ajoute, si tout va bien, le retour de la production de l'Iran, vous l'avez vu, même avec l'accord avec l'OPEC, l'Iran n'a pas baissé, il a maintenu sa capacité, sa production. Alors le retour de l'Iran, et le retour de la Libye, et le retour de l'Irak, et de mettre en cause l'accord des quotas entre eux, alors vous voyez, si on ajoute tout cela, eh bien, on se retrouvera, selon une certaine source, dans une situation où l'offre augmenterait de 17,6 millions par jour, conduisant l'offre mondiale globale à environ 110,6 millions par jour en 2020. Au moment où il est aujourd'hui, à quoi? 93 millions de barils jour. Donc 2020, c'est tout. Il arriverait à ce que je viens de dire. Alors vraiment, on peut se demander si le pic pétrolier, interprété d'une manière directe comme ça et simpliste, est un mythe ou une réalité. J'ai tendance à croire que interpréter d'une manière simpliste et non dynamique, c'est un peu un mythe. Mais il y a, pour réaliser cela, il y a la distinction à faire entre coût et prix. Le facteur central de base de toutes ces prévisions est sans aucun doute le couple coût et prix. Après tout, je suis économiste.